Salut et bienvenue dans Maison 12, le podcast qui mêle introspection, astrologie et anecdotes de mon quotidien pour t'aider à récupérer ton pouvoir sur ta propre vie. Dans ce podcast, je te propose de m'accompagner dans mes questionnements personnels et universels et de voir si, ensemble, on arrive à cheminer vers une vie encore plus épanouie. Bonne écoute! Dans l'épisode de la semaine dernière, je vous parlais d'à quel point fuir l'action avait impacté ma confiance en moi sur le long terme. Et j'aimerais aujourd'hui pousser cette réflexion dans la direction de l'affirmation de soi. Parce que, dans mon expérience, passer à l'action, ça a été, je vous l'avais dit, notamment reprendre le sport, mais surtout arrêter de me torturer l'esprit dans tous les sens avant d'agir. Arrêter d'abandonner sans avoir essayé. Et ce travail-là, je veux pas dire qu'il est fini, mais il est devenu un petit peu plus naturel pour moi maintenant. Là où c'est beaucoup compliqué, pour ma part, c'est encore du côté des relations humaines. Et je pense que le fait de passer à l'action, transposer dans les relations, ça peut être relatif à plein de choses, selon la personne, le contexte, son histoire et ses habitudes. Mais pour moi, le passage à l'action face à quelqu'un, ça devient le fait de m'affirmer, d'oser m'affirmer, dire ce que je pense, dire ce que je veux en particulier, ce dont j'ai besoin. C'est quelque chose qui a peut-être été naturel un jour, je pense même, j'en suis même assez persuadée que c'était naturel pour moi avant, notamment dans mon enfance, quand j'étais à l'école primaire, etc. Parce que quand on me parle de moi, quand les gens qui étaient adultes à cette période me décrivent quand j'étais petite, il y a vraiment un côté hyper leaduse de groupe, meneuse de groupe qui ressort et dont je me souviens en fait. Et je sais que j'ai ça en moi, je sais que j'ai ce feu-là en moi et ça ressort énormément dans mon travail. Vous savez que j'enseigne et quand je suis devant la classe, je m'éclate vraiment et je me sens à ma place. Mais c'est quelque chose qui, dans mes relations humaines, s'est complètement éteint, que j'ai complètement éteint, étouffé en tout cas, à partir de l'adolescence. Et comme par hasard, l'adolescence, donc au moment où on commence à se poser des questions sur les interactions sociales, quelle est ma place par rapport à l'autre, en quoi je suis différente, est-ce que je suis appréciable, rapport au début des petites relations amoureuses, etc. Donc moi c'est à ce moment-là que j'ai étouffé un petit peu ce côté leaduse et tout. Et depuis là, c'est vraiment quelque chose qui est plus vraiment naturel quand je suis en face à face à une seule personne. C'est différent dans les groupes, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, mais je vais surtout vous parler du rapport de 1 à 1, d'une personne face à moi face à une personne. Et c'est un travail de réapprentissage qui est vraiment long et pour ma part qui est vraiment difficile. Cette prise de conscience, celle du fait que j'osais pas m'affirmer dans mes relations, elle est hyper récente, surtout quand je me rends compte les années depuis lesquelles je me pose des questions. Moi je suis beaucoup dans la réflexion, dans l'introspection, vous l'avez compris, mais le fait de me rendre compte que j'osais pas m'affirmer, c'est hyper récent. Ça ça fait 2 ans, je pense que ça doit faire 2 ans que cette question traîne dans ma tête, alors que je vous dis, je me pose des questions sur moi, etc. depuis que je suis enfant, vraiment. Et en fait, j'ai toujours eu tendance dans mes relations individuelles, si on veut, à être dans la passivité pour fuir d'une part les conflits, parce que je suis pas du tout à l'aise là-dedans, je reste un soleil en balance, mais surtout pour éviter de blesser l'autre. J'avais l'impression que si je m'affirmais, si j'exprimais quelque chose que je voulais, j'enlevais à l'autre la possibilité d'avoir accès à ce qu'il ou ce qu'elle voulait. Et du coup, je choisissais de me taire. Je choisissais le sacrifice silencieux. Pourquoi silencieux ? Parce que
en fait, l'autre ne savait même pas que j'avais eu ce débat intérieur. Au moment où je dis non, c'est égal. D'ailleurs, c'était ma phrase fétiche, c'est égal. Pendant des années, j'avais mes amis, ma famille qui se moquaient de moi parce que, enfin, surtout mes amis, ma famille pas trop, mais j'avais mes amis qui se moquaient de moi parce que je disais toujours c'est égal, et que, en fait, ça les saoulait parce que s'il fallait qu'on fasse une activité, on me demandait quand même mon avis, puis je disais toujours c'est égal, et puis ils devaient toujours choisir, et moi je faisais que suivre, quoi. Et je comprends que ce soit énervant, d'ailleurs. Moi-même, maintenant, ça m'énerve si je le fais. Et du coup, au moment où je disais non, c'est égal, ou comme tu préfères, moi je te suis, pas de problème, la personne en face ne sait pas qu'au fond, j'ai vraiment une envie. Parce que je suis en train de tout faire pour le convaincre que c'est pas le cas, ou pour la convaincre que c'est pas le cas. Et en fait, à force d'avoir adopté et de renforcer ce comportement-là, moi-même j'y croyais, et j'avais plus aucun accès à mes désirs personnels. J'étais convaincue, mais vraiment, convaincue que mon désir, c'était seulement de faire plaisir à l'autre, que je trouvais mon bonheur dans le fait d'éviter un maximum les conflits, d'éviter un maximum de perturber les plans de l'autre. Alors que, en fait, des fois, c'est en perturbant les plans qu'on crée des choses superbes et inattendues et belles, en fait. Et c'est comme ça aussi qu'on co-crée, qu'on n'est pas deux personnes en train de faire un chemin à 10 mètres d'intervalle en parallèle, mais qu'on arrive à faire un truc ensemble, quoi. Et en fait, pour moi, ici, je fais un parallèle avec la question du triangle de Karpman. Vous connaissez, je pense, le concept. Donc c'est ce triangle entre les trois points qui sont victime, bourreau et qu'est-ce que j'ai oublié ? Et sauveur. Victime, bourreau et sauveur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ici quand je dis à l'autre non, c'est égal, c'est bon, je te suis, alors que moi-même j'ai un désir que j'exprime pas, c'est que j'adopte moi-même systématiquement la posture de victime. Et sans forcément en avoir conscience, du coup, je fais de l'autre un bourreau. Je lui laisse pas le choix de prendre cette place de bourreau puisque moi je me suis attribuée, j'ai pris la place de la victime. Et d'un autre côté, j'ai l'impression moi d'être la sauveuse parce que je dis oui, tu vois, c'est grâce à moi que on va faire un truc que tu aimes. Et le problème en adoptant cette posture de sauveuse, c'est que j'attribue à la personne en face une posture de victime. Donc, en adoptant ce comportement-là, je fais à la fois de la personne en face de moi une victime et un bourreau. Ce qui est, j'ai pas envie de juger ni mon comportement passé et encore peut-être des fois présent, et le vôtre si vous êtes aussi dans cette habitude-là, mais c'est stupide dans le sens où c'est une perte d'énergie complètement. C'est mettre l'énergie là où il faut pas en fait, parce que ça crée à la fois énormément de frustration, à la fois pour moi qui ne cherche pas à savoir quels sont mes vrais désirs et qui ne les exprime pas. Ça fait que je les case quelque part et que c'est pas sain, quoi. Et en même temps, c'est frustrant pour l'autre parce que la personne en face a l'impression que ouais, vous êtes pas super impliqué, vous avez pas super envie ou quoi. Et donc, ça finit en tout cas toujours par créer de la douleur, que ce soit d'un côté, de l'autre, ou des deux en même temps, et pour moi, c'est tirer une balle dans le pied de la relation, en fait. De pas s'affirmer, de rester silencieux et dire oui, d'accord. Oui, comme tu veux, ok. Sans se poser la question, parce que peut-être que oui, peut-être que en fait, si la personne vous dit est-ce qu'on va faire du kayak et que vous avez super envie de faire du kayak, ok, pas de souci, allons-y, mais c'est pas la même attitude de dire yes, trop bien, que de dire c'est égal si tu veux. Et puis ça, on le sent tout de suite d'ailleurs, hein. Quand on est dans une discussion, on sent très bien si la personne est emballée pour de vrai ou si c'est de la politesse entre guillemets. Et plus j'y pense, plus je me rends compte que c'est fou à quel point c'était naturel pour moi et à quel point encore aujourd'hui c'est vraiment très ancré chez moi. J'y travaille à fond depuis plusieurs mois, en particulier en tout vraiment depuis 2 ans je dirais, mais là ça fait 4 mois que c'est
c'est violent dans mon travail personnel, mais en fait la tendance est toujours pas partie. Et c'est le cas un petit peu au travail, des fois, mais là c'est beaucoup plus facile pour moi, donc je veux dire dans le cadre professionnel, à l'école, parce que j'ai trouvé ma voie, je sens que j'ai trouvé ma voie, je suis à ma place dans la classe, et je prends beaucoup d'expérience, j'ai des retours hyper valorisants, à la fois des collègues, des supérieurs, mais aussi des élèves, et ça a pas de prix pour construire une confiance, quoi. Mais c'est surtout dans mes relations, comme je vous disais, interpersonnelles, que ça transparaît encore beaucoup. Dans mes relations avec les gens que je connais peu, donc imaginons des situations sociales où je vais croiser des gens pendant une soirée, un événement, et puis plus forcément les revoir. Maintenant, ça va beaucoup mieux. À l'époque, ça se manifestait vraiment par une tendance à l'effacement. Parce que je me privais pas seulement de faire part de mes envies, mais je me privais carrément de prendre la parole. Je vais vous donner l'exemple de l'école secondaire, le collège, où, vous savez, en tout cas moi, à mon époque d'adolescence, il y avait vraiment ces clans, il y avait toujours les gens super branchés, il y avait les gens qui étaient... Enfin, c'était le début vraiment du harcèlement, et le début des trucs en ligne et tout ça, donc les personnes sur qui on tapait... je me comprends pas dans le groupe, hein, vous avez compris, mais les personnes qui étaient harcelées, ou en tout cas qui étaient vraiment mis de côté, et il y avait au milieu les gens qui étaient un peu sympas, mais qui n'étaient pas les super branchés, et puis il y avait quand même ce groupe mystérieux des invisibles, qu'on oubliait qu'ils faisaient partie de la classe, ou voilà. Et moi j'ai toujours réussi à me caser dans ce groupe des invisibles, quoi. Et même si dans mon groupe à moi d'amis, on n'était pas beaucoup, mais quelques-uns, 5-6, là j'avais ma place, là c'était super, mais vraiment dans le gros groupe, je me faisais super discrète. Et j'essayais d'avoir... Enfin, ça dépend, j'ai eu des phases un peu gothiques et tout, mais j'essayais d'avoir un style super passe-partout, j'essayais de pas trop ouvrir ma gueule, de pas avoir des avis trop divergents, pas trop lever la main quand j'avais la réponse parce qu'il fallait pas trop être un télo, pas me mêler des histoires, pas dire aux garçons, parce que voilà, j'étais intéressée par les garçons, mais pas dire aux garçons que j'étais intéressée par eux. Bref, vous avez compris l'idée, j'étais super dans l'effacement en fait. Et maintenant ça va beaucoup mieux. C'est quelque chose qui s'est... En fait, moi, c'est souvent passé par le travail, dans le sens où moi, ça s'est cassé, ce truc-là de l'effacement dans les gros groupes, quand je suis partie faire mes études au Québec. Et où en fait, je sais pas, d'avoir ce statut, j'étais à peu près une des seules étrangères... semi-étrangère, mais quand même j'avais la culture étrangère, quoi, du programme de littérature. Et puis j'avais du coup un statut que j'ai pas contrôlé, où les gens m'ont vite reconnu, et où en fait j'ai tout de suite eu une place assez valorisée, où les gens s'intéressaient à moi, etc. Et c'est vraiment, c'est pas moi qui ai contrôlé ce truc-là, du coup c'est vraiment ceux qui sont devenus mes amis après, qui ont permis ça, et je les remercie très fort de là où je suis maintenant, parce que ça a vraiment cassé ce truc de dans les grands groupes je suis obligée de m'isoler. Maintenant ça va beaucoup mieux, et à force de faire de nouvelles rencontres, grâce à la confiance que j'ai acquis en moi et tout ça, je suis beaucoup plus à l'aise quand il s'agit d'être pour un moment donné dans un groupe plus large. Dans mes relations avec les proches, ma famille, ça s'est arrangé aussi parce que, bon, ça n'a jamais été trop compliqué, dans le sens où j'ai eu cette tendance aussi à effacer mon avis parfois, quand je sentais que c'était inutile de le partager, mais dans ma famille, j'ai toujours eu des moments où je m'affirmais. Et le fait que... En fait, j'ai eu énormément de chance, j'ai grandi dans une famille où vraiment l'amour était hyper, et encore hyper présent, la bienveillance aussi, et en fait je savais que peu importe ce que j'avais à dire, tant que c'était vraiment ce que je pensais, j'allais pas provoquer un désamour de la part de mes proches. Parce que je savais que je sais que leur amour est inconditionnel, et je sais que je peux ne pas être d'accord avec eux, leur dire, le dire en gueulant,
et ils vont quand même m'aimer après ça. Et donc, dans ce cas-là, ça va aussi mieux. Mais là où c'est encore très difficile pour moi, et pour le coup où les avancées dont je viens de parler ont moins pris leur place, c'est bien sûr, vous l'aurez compris, dans mes relations amoureuses. Et j'ai beaucoup d'amour pour une relation passée, qui est ma relation la plus longue, qui a duré 6 ans, avec un partenaire qui était hyper respectueux, mais vraiment, hein, vous imaginez pas à quel point, hyper respectueux, hyper doux, hyper à l'écoute. Et en fait, dans cette relation, bon, il y avait plein de trucs qui fonctionnaient pas, ça s'est arrêté pour de bonnes raisons, je pense, mais un des problèmes, c'était aussi que lui était très à l'écoute, et moi, je communiquais pas. Moi, j'ai pas donné, j'ai jamais partagé mes besoins, etc. Et j'étais vraiment dans ce truc-là de non, comme tu veux, non, tout va bien, t'inquiète, vraiment tout le temps. Et ça a été impossible, je pense, pour lui de me tirer des verres du nez parfois de qu'est-ce qui allait pas, quoi. Et je me suis rendu compte, sur le moment, je m'en rendais pas compte, et je m'en suis rendu compte un petit peu plus tard, de la violence que ça a été de ma part pour lui, en fait, de débarquer en disant en fait c'est fini, sans avoir laissé la place à la discussion, parce que c'est vraiment tombé de nulle part pour lui. Et pour moi, je me disais, mais pourquoi il tombe autant des nues? Parce que ça fait des mois que ça cogite dans ma tête, ça fait des mois que j'ai l'impression de donner des signes, que je vois des choses qui fonctionnent pas. Sauf que comme je communique pas là-dessus, comme j'ai pas communiqué là-dessus, lui, il l'avait pas remarqué, en fait. Et arrivé à ce stade-là où moi j'ai fait cette annonce de c'est fini, même si j'étais ouverte à discuter, à trouver des solutions pour que ça marche, dans la théorie, ça faisait tellement longtemps que je me taisais, que je retenais des choses, que j'avais atteint toute seule un point de non-retour, en fait. Et j'étais trop convaincue que plus rien n'était possible pour revenir en arrière sur ma décision. Et je vous disais, plutôt que choisir l'affirmation de soi, je pense pas que ce soit le chemin le plus facile. Je pense que c'est rarement le chemin le plus facile. Ni même le plus agréable. Par contre, je pense que ça peut être le plus payant. Souvent. Je pense qu'il y a toujours des exceptions, mais là, je réfléchis un petit peu et je vois pas de moment, dans mon expérience en tout cas récente à moyen terme, où ne pas s'affirmer aurait été un meilleur choix. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que c'est quelque chose de dur de s'affirmer. Quand j'ai mis un terme à cette relation dont je vous parlais, ça a été pour moi une manière de faire aussi ça a été une manière de déclencher un déclic, si on veut, de après cette relation, comme je peux recommencer à zéro, je recommencerai en m'affirmant. Je recommencerai en apprenant à exprimer mes besoins, en me débrouillant pour exiger de la personne en face le respect que je mérite et que moi j'offre en échange, et à être suffisamment valorisée, en fait, parce que moi je sais que dans le stade où j'en suis dans mon amour de moi, j'ai encore besoin d'être valorisée. Et c'était super d'avoir cette prise de conscience, cette décision dans la théorie. Sauf que je me suis vite rendu compte, d'abord que les habitudes revenaient vite au galop. C'est dur de se battre contre des réflexes qu'on a tenus pendant plus de 20 ans, ça c'est clair. Et ensuite, le plus dur dont je me suis rendu compte, c'était que quand on s'affirme, on s'expose au rejet. Et ça c'est hyper important, je pense, d'en avoir conscience. Quand on s'affirme, on s'expose au rejet. Et pour le coup, moi je me suis tellement adaptée aux autres dans ma vie, moi-même, sans que personne ne me l'impose, hein, j'insiste là-dessus, c'est moi-même qui me suis mise dans cette cage, et je me suis tellement adaptée aux autres que le rejet, c'est pas quelque chose que j'ai eu l'habitude d'expérimenter. Et c'est assez dur de le dire ici. Ça me fait un petit quelque chose, parce que en même temps, ça me place dans une posture de privilégié qui a pas subi énormément de rejet.
Mais c'est moi qui me suis aussi débrouillée pour éviter, et en évitant parfois justement de vivre des expériences, de vivre des relations pour éviter de risquer ce rejet. Donc je pense que c'est plus passer à côté de possibilités dans ma vie jusqu'ici. Et c'est quelque chose qui au contraire me fait super peur, ce rejet, et je pense que c'est cette peur-là qui m'a motivée à garder une attitude malléable en fait pendant des années. Et donc revenons à l'historique, tac tac tac, fin de la relation dont je vous parlais. À la suite de ça, je me retrouve dans une relation où je me sens super bien, parce que j'ai commencé en étant vraiment moi-même, pas que j'étais pas moi-même dans la relation d'avant, mais là c'était différent. Pendant ces années-là, j'ai construit aussi ma confiance, etc. Donc j'étais quelqu'un de plus confiante quand j'arrive dans cette nouvelle relation. Je pense que je rayonnais plus aussi, que j'étais plus en accord avec qui j'étais vraiment. Mais dans cette relation, comme dans, je pense, toutes les relations, il y a certains trucs qui coincent un petit peu, qui me dérangent et qui m'alertent dans le fait où le sentiment que ça me provoque, c'est que je ne me sens pas respectée. Et habituellement, je me serais tue. Si j'avais pas eu cette prise de conscience dont je vous parlais, où je me dis, à partir de maintenant je m'affirme, je pense que je me serais tue. Mais là, je me suis dit non, t'as décidé que tu t'affirmais. Donc, je me suis mis un coup de pied aux fesses, j'ai osé exprimer mon ressenti et mes besoins. Et ce qui a été très difficile, c'est que, il y a eu une première étape où j'ai exprimé ce besoin-là. J'ai dit, ok, je me sens pas super respectée, j'ai besoin que on discute de telle chose. Enfin, je veux pas rentrer dans les détails, quoi. C'est pas du tout l'objectif, mais j'ai exprimé un besoin. J'ai dit que j'avais besoin qu'on en discute pour trouver une solution. Ce à quoi j'ai eu une réponse positive. Ok, on en discutera. Discussion qui n'a pas eu lieu, mais c'est une autre, c'est une autre question. Et ça, c'était la première étape. Donc là, ok. Deuxième étape. Deuxième chose qui me dérange. Deuxième fois où je ne me sens pas respectée sur un truc qui en fait perdure depuis une année de relation. Et il y a un moment, je me dis, mais en fait, j'ai jamais dit que ça me dérangeait. Donc là, je vais dire, je ne me sens pas respectée dans telle chose. Et je pense que, au fil de cette relation, c'est la seule fois, ou en tout cas c'est la première fois, où je me suis affirmée dans une position qui était pas forcément contradictoire, mais qui était différente de celle de la personne en face. Je me suis affirmée en disant, je ne suis pas d'accord avec telle manière de fonctionner, telle manière dont tu fonctionnes. Ça ne me convient pas, je me sens pas respectée. Et ça a été très très difficile pour moi de faire ce pas-là, d'avoir cette discussion-là, parce que vous avez compris, c'était pas dans mes habitudes. Et puis j'ai quand même, pour faire le petit point astro, j'ai une grosse énergie scorpion, et le scorpion est très 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 méfiant, il met du temps à s'ouvrir, il a toujours peur d'être trahi, et moi c'est quelque chose de fort chez moi. Et je pense que ce moment-là précis, c'est le moment où je me suis le plus ouverte de toutes mes relations, voire de toute ma vie. Et ça me fait remonter l'émotion en y repensant. Et ce qui a été très difficile, c'est quand je me suis affirmée, c'est à ce moment-là que je me suis pris un rejet en pleine face. Alors que j'étais dans la posture la plus vulnérable que j'ai connue, je pense, dans ma vie. Et ça fait extrêmement mal. Parce que t'as l'impression, en fait, de te montrer le plus toi-même que tu t'es jamais montré. Et là, tu te prends une agression, enfin, pas une agression, j'ai pas été agressée, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais là, tu te prends un rejet de ton identité, en fait. Un rejet de ton identité, un désamour de ton identité. Et je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous qui voient tout à fait de quoi je parle, qui ont expérimenté ce sentiment-là. Et vous savez que ça fait mal, quoi. Que c'est dur. Tu te jettes à corps perdu et bam, juste tu te prends un mur, quoi.
Et c'est pas l'autre en face qui est foncièrement mauvais, pas du tout, qui veut nous faire du mal, c'est pas du tout le cas. Ça peut, hein, je dis pas qu'il y a jamais de gens mal intentionnés, mais là dans mon cas, je suis quasiment sûre, je peux pas parler à sa place, peut-être qu'il me contredira, mais je suis quasiment sûre que c'était pas son but de me blesser, et que c'était pas son but de me rejeter. Enfin, de rejeter qui je suis. Je pense que c'est juste que, bref, je veux pas faire sa psychanalyse, quoi, mais je pense que chaque situation, chaque point de vue dans une situation a ses raisons, et que c'est toujours difficile à chaud sur le moment de comprendre la position de l'autre quand on est dans une position qui est opposée à la sienne. Dans chacune de ces situations de rejet, l'autre a une raison qui lui paraît être la bonne, en fait. Et forcément, de notre point de vue, c'est souvent incompréhensible. Et l'inverse l'est aussi sûrement. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que ça fait mal, parce qu'on s'expose à la possibilité d'un rejet, qu'on doit regretter d'avoir ouvert sa bouche et de s'être affirmé. Parce que pour moi, c'est comme ça qu'on avance en fait, dans la vie, dans la connaissance de soi, dans l'affirmation de soi. C'est en s'affirmant qu'on arrive à demander ce qu'on veut et qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut et qu'on se contente pas du minimum de ce que les autres veulent bien nous donner, que les autres devinent qu'on ait peut-être envie d'avoir. Parce que là, on n'a aucun contrôle sur notre vie et sur où on va, en fait. Et je pense que c'est aussi comme ça, en s'affirmant, qu'on évite les comportements toxiques. Autant celui des autres envers nous que notre comportement qu'on pourrait avoir envers d'autres, parce que on le dit pas souvent, mais on le dit pas assez souvent, mais on peut soi-même aussi tout à fait être toxique envers l'autre personne, et c'est pas forcément volontaire, d'accord, c'est toujours pas forcément une envie de blesser l'autre. Et je pense que s'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode-là, c'est que c'est en s'affirmant, c'est en osant tenir notre ligne jusqu'au bout qu'on est capable d'être un peu plus soi-même au quotidien. Et pour revenir à cette deuxième relation que j'évoquais, combien de fois j'ai failli revenir en arrière et dire « Ah non, en fait, enfin, pas dans ces mots-là, mais en fait non, je regrette, j'ai rien dit, t'inquiète, je suis d'accord avec toi », alors que c'était pas le cas. Mais combien de fois j'ai failli revenir en arrière et surtout m'excuser, désolée de t'avoir blessé, désolée de t'avoir froissé, désolée de t'avoir brusqué, parce que ça c'est aussi une tendance que j'ai énormément, quoi, de toujours m'excuser et regretter en fait d'avoir ouvert ma bouche. Et j'ai failli le faire, mais plein de fois. Et à ce moment-là, je me dis non, mais c'est quoi ton but en fait? Est-ce que c'est d'être toi-même et d'être accepté pour qui tu es et d'avoir une relation dans laquelle tu as le droit d'être vulnérable, tu as le droit de te montrer et de pas toujours cajoler l'autre, le préserver de tout ce qui peut le froisser un petit peu, alors que toi t'es touché en plein cœur à un niveau hyper profond. Et en fait, c'est ça, j'apprends à valoriser ma douleur, si on veut, à reconnaître que ma douleur, elle est légitime, et que la douleur de l'autre n'est pas plus importante que la mienne. Et je pense que c'est en s'affirmant, en étant dans cette affirmation de soi, qu'on est capable d'être un peu plus soi-même au quotidien. Et c'est ça que j'aimerais que vous reteniez de cet épisode. S'il y a une chose à retenir, c'est ne regrettez pas de vous affirmer et tenez cette ligne. Tenez vos objectifs qui concernent votre propre comportement, votre propre manière d'agir avec l'autre jusqu'au bout, quand c'est nécessaire, quand ça a du sens pour vous. Parce que pour moi, parvenir à être toujours un peu plus soi-même, c'est ça, cheminer vers une vie plus épanouie. Voilà, c'est ce qui termine cette partie introspective. On va maintenant ouvrir la petite capsule astrologique pour voir un petit peu si vous avez envie de creuser cette question de l'affirmation de soi.
qu'est-ce que vous pouvez aller voir dans votre thème pour trouver des indices, des éléments de votre manière de vous affirmer, de votre rapport avec les autres. Donc ce qui est fondamental, j'en ai déjà parlé dans l'épisode, mais ça me paraît être vraiment l'essentiel à retenir du côté astro, c'est vraiment l'axe maison 1, maison 7. Donc la maison 1, elle représente vraiment l'identité, votre personne, votre place, si on veut, au milieu des autres gens, des autres interactions, votre place sur Terre, si on veut, mais vraiment à l'échelle individuelle, qui vous êtes, votre corps, etc. Et donc ça c'est l'axe, c'est la maison 1 qui commence par votre ascendant, d'accord? Et en face, parce que l'axe c'est 2 maisons qui sont l'une en face de l'autre, qui traversent votre thème, et en face on a la maison 7 qui commence par le descendant et qui représente vraiment, donc le descendant représente vraiment l'autre, le rapport à l'autre. Si vous voulez, c'est le miroir que l'autre fait face à vous. Et c'est un axe qui est passionnant, il y a énormément de choses à découvrir dans cet axe-là, en particulier dans ma propre vie, parce que c'est l'axe qui est le plus chargé, et c'est un axe qui me passionne, il y a plein de choses que j'ai à travailler là-dedans et que je travaille. Mais donc voilà, je vous invite à vous pencher un petit peu sur cet axe-là, aller voir les maisons qui sont habitées par ces maisons, allez voir les signes qui sont habités par ces maisons, allez voir quelles planètes y prennent place, et puis ça vous donnera déjà peut-être quelques indices. Et la deuxième chose qui me paraît importante d'aller voir concernant l'affirmation de soi, c'est bien sûr le soleil, puisque le soleil, donc votre soleil c'est quand on dit je suis balance, soleil en balance, donc le soleil c'est votre manière de rayonner, de vous affirmer littéralement. Donc ça je pense que c'est important. Vous pourriez également trouver des indices avec Vénus, dans le sens où c'est les relations, les valeurs, donc la manière dont vous allez, la manière dont vous allez rêver la relation, dont vous allez, les lunettes à travers lesquelles vous voyez la relation, et vous imaginez et vous pensez la relation. Voilà, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais Vénus, ça serait intéressant d'aller voir aussi. Et finalement, si on est plus dans la manière de verbaliser les choses, il y aurait peut-être Mercure qui pourrait donner des indications intéressantes sur votre manière d'interpréter les choses, de les donner aux autres aussi, que ce soit par la parole. Voilà, j'imagine que dans les relations interpersonnelles, on est plutôt dans la parole. Donc voilà, en particulier axe des maisons 1 et 7, et puis vous trouverez également des éléments dans le Soleil, dans Vénus et dans Mercure. Si vous avez envie d'avoir une analyse plus approfondie de cette question-là ou d'une autre question en lien avec l'analyse de votre thème astral, vous pouvez tout à fait soit prendre contact avec moi pour réserver une séance lecture de thème astral, ou alors vous tourner vers un ou une autre astrologue qui vous inspire. Je termine avec quelques questions concernant cette thématique de l'affirmation de soi, donc 3e partie. Je pense que la question principale, en fait, ça va être de se demander, quand je prends une décision qui relève de mon comportement, d'accord ? Quand je décide que je vais me comporter comme ça, déjà pourquoi j'ai décidé ça ? Est-ce que je suis en accord avec ça ? Est-ce que je suis alignée avec ça ? Et puis, est-ce que j'arrive à tenir cette décision jusqu'au bout ? Est-ce que j'arrive à concrétiser ce comportement ? Ou est-ce qu'au premier obstacle, je l'abandonne, je reviens en arrière, je rétrograde ? Ça, je pense que c'est une question fondamentale. Et pensez à vos différentes relations. Peut-être que la question, ça va être de, je sais pas, j'ai un besoin précis, j'ai besoin, par exemple, de passer mon dimanche seul, j'invente, c'est pas forcément mon cas, mais si vous vous dites, j'ai besoin de passer mon dimanche seul, c'est un non négociable pour moi, j'ai besoin, un jour dans la semaine, d'être toute seule. Pensez à chacune de vos relations,
Et dites-vous, si telle personne me demande d'être là tel jour, un dimanche, est-ce que je suis capable de lui dire non parce que c'est mon non négociable d'être seule le dimanche, ou est-ce que comme c'est lui, comme c'est elle qui me demande, je vais dire « Ah d'accord, j'avais prévu d'être toute seule, mais comme c'est telle personne qui me le demande, je vais y aller. » Sans que ça vous nourrisse, vous. Sans que vous disiez « Ah ouais, finalement, j'avais plus envie d'aller faire tel truc que... genre, j'avais plus envie d'aller l'aider à déménager que rester toute seule dans mon appart à dormir. » Peut-être que oui. Peut-être que non. Donc regardez un petit peu vos différentes relations, à qui vous êtes capable de dire non quand ça va dans le sens de vos besoins, quand leur demande va à l'encontre de vos besoins. Je pense que c'est vraiment la question principale à se poser à l'issue de cet épisode. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et à me laisser un petit commentaire ou des étoiles sur la plateforme que tu utilises. Ça me ferait déjà super plaisir et c'est une très bonne manière d'encourager ce podcast. Tu peux me retrouver sur Instagram à Maison12 Podcast où je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. À bientôt!